Bienvenue à tous sur Tempo Afrique TV. Nous sommes en direct sur l'émission Inside Africa de ce jour, dimanche 2 février 2020. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir depuis notre studio de Washington DC deux éminents invités qui sont tous nouveaux dans notre émission Inside Africa et sur les plateaux de Tempo Afrique TV. Il s'agit de Stanislas Ngwegui, expert en droit international économique et en droit de l'intégration africaine. Il est aussi analyste politique. Je rappelle aussi que l'expert Ngwegui est aussi un des porte-parole de l'USL, un parti politique appartenant à l'opposition. Notre deuxième invité, il s'appelle Félicien Fayon, ENAC, journaliste et analyste politique. Il est membre de l'Union progressiste, un parti qui soutient les actions du président Talon. Ensemble, avec nos deux éminents invités, nous allons débattre de la thématique suivante. Élection municipale, piège de Talon à l'opposition ou la volonté du pouvoir Talon à vouloir mettre fin à l'exclusion de l'opposition aux prochaines échéances électorales. Monsieur Fayon, bienvenue dans l'émission Inside Africa et sur le plateau de Tempo Afrique TV. Bonjour Monsieur Haruna, bonjour Stanislas Ngwegui, bonjour à tous les spectateurs de Tempo Afrique TV. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous Monsieur Ngwegui et Monsieur Haruna. Merci beaucoup. Monsieur Ngwegui, bienvenue dans l'émission Inside Africa et sur le plateau de Tempo Afrique TV. Merci beaucoup, cher ami Haruna, et surtout mes félicitations pour l'effort que vous faites pour donner la voix à toutes les tendances qui ont envie de faire évoluer les débats au niveau du Bénin et de nous amener à atteindre l'objectif tant souhaité qu'est vraiment le développement du pays. Merci à vous pour ce travail que vous faites et chapeau à toute votre équipe. Merci beaucoup. Merci aussi au réalisateur Malik Sall. Merci beaucoup. Chers panélistes, la polémique autour des élections législatives du dimanche 28 avril 2019 s'estompe progressivement, cédant place au débat sur les élections municipales, communales et locales de 2020. On pourra donc dire sans se tromper que la page des élections législatives se ferme de plus en plus face à l'imminence des élections municipales, communales et locales de 2020. Si de façon peu voilée, les deux blocs soutenant le président Patrice Talon, à savoir Union progressiste et le bloc républicain, se lancent le défi de contrôler le plus grand nombre de mairies. Les autres partis de la mouvance non conventionnelle, qui sont le Parti du Renouveau démocratique, le Parti Moël Bénin, l'UDBN et le DU2, n'entendent pas se faire avoir cette fois-ci. En face, une opposition incarnée par les FCBE encore souffrant des écrits du pouvoir de la rupture, s'attelle aussi activement à être à ce rendez-vous, avec d'autres partis de l'opposition comme Restaurer l'Espoir et le mouvement populaire de libération de Sabi Sira Korogone. Mais quelles sont réellement leurs chances pour les élections communales à venir? Votre réaction, monsieur Ngwegui, à ce décor? Je voudrais d'abord planter 2 ou 3 postulats parce que pour moi, tout chef d'État qui arrive au pouvoir a d'abord vocation de faire évoluer les choses. Ça, je veux qu'on partage cela. Tout chef d'État qui arrive a le devoir sacré de préserver les acquis. Et quand je parle d'acquis, je fais allusion à tous les secteurs qui peuvent amener le pays au développement tant souhaité. Alors, ces postulats plantés, on peut venir maintenant à la question que vous posez, à savoir cette panoplie de partis politiques que vous avez listé tout à l'heure. Hier, nous avons déploré un fait et je fais partie modestement de ceux-là qui ont travaillé à ce que nous ayons un paysage politique assaini. Je me rappelle encore de ce travail effectué au niveau du mois de juillet 2012 au niveau de l'Union pour la Nation où j'étais. On a, lors d'une réflexion, on a parlé
de la nécessité de rénover le système partisan pour mieux gérer le pays. Et nous pensions à cette époque des grands regroupements. Et on disait qu'il faut faire attention à ce que cette ambition que nous avons d'organiser le paysage politique ne soit pas embrigadée par des considérations individuelles ni personnelles d'un chef d'État. Parce que nous avions déploré à l'époque l'affaiblissement ou l'inexistence de l'opposition politique. La généralisation du nomadisme politique qui s'observe surtout à la veille des élections. Aujourd'hui encore, vous constatez que de part et d'autre, il y a des démissions. C'est ça le nomadisme politique que nous avions dénoncé à l'époque. Nous avions parlé également de la banalisation de ce phénomène et également de l'hypertrophie du rôle de l'argent dans la vie politique. Voilà les déviances auxquelles nous pensions apporter des solutions à travers cette réflexion. Et cette réflexion a été consignée dans une plaquette que nous avons essayé de vulgariser à l'époque. Aujourd'hui, le contexte aidant, cette idée a commencé par prendre corps. Mais malheureusement, nous avons constaté que les vieux démons d'hier se sont emparés de l'idée et sont en train d'hypothéquer le rêve que nous avions. Parce que nous avions pensé que l'une... Ouais, on a le retour, donc essayez d'éteindre le retour. Donc, continuez, c'est bon? Alors, on avait pensé à l'époque que la réalisation de ce vœu devait être collectivement pensée et qu'il faut privilégier les regroupements sur la base d'affinités de vision, de programmes, d'action et de comportement en matière éthique et politique. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes au regret de constater que les regroupements sont forcés. Les gens n'y vont pas par conviction, les gens n'y vont pas par affinité idéologique, mais les gens y vont par contrainte. Par contrainte. Et donc, monsieur Mbedi, d'accord, et concluez rapidement ce décor et je vais passer la parole à votre vis-à-vis. Pour conclure, je dirais que certes, nous sommes d'accord sur la nécessité d'aller au grand regroupement, cependant, la méthode, elle est un peu biaisée et ne permet pas aux gens d'y aller vraiment en toute conviction et vraiment de façon volontaire. Ce qui voudra dire que lorsque les circonstances vont changer, les mêmes que vous avez vus aujourd'hui dans ces regroupements qualifiés de blocs siamois, vous verrez que ces mêmes seront obligés de quitter et ce n'est pas ce que nous avons souhaité quand humblement on était aux côtés de ceux-là qui ont travaillé, qui ont proposé cette plaquette-là. Voilà ce que je peux dire en entrée. Merci. Merci beaucoup, M. Mbedi. M. Fayon, votre vis-à-vis a dit que l'idée, elle est bonne. Il a d'ailleurs aussi participé à travailler pour vraiment le regroupement des grands blocs, des grands blocs. Donc, mais qu'il regrette un peu la méthode. Réagissez rapidement par rapport à ce décor et par rapport à ce que votre vis-à-vis vient de dire. Vous avez la parole. Je voudrais exprimer mon regret pour le fait que parmi les partis politiques cités tout à l'heure par M. Mbedi et par vous-même dans votre introduction et qui sont aujourd'hui aptes à compétir sur le plan électoral au Bénin aujourd'hui, il n'y a pas le parti USL du président Sébastien Germain Adjavon. Et il n'y a pas ce parti, pas parce que quelqu'un a empêché ce parti de faire les formalités, mais juste parce que les responsables de ce grand parti politique ont refusé d'eux-mêmes, de leur propre chef, de finir les formalités afin donc de satisfaire les milliers de militants qui attendent ceux que les est là pour s'exprimer sur le plan national, donc en matière électorale. C'est malheureux, c'est déplorable cette situation. Alors, pour revenir donc à ce qu'il a dit,
je suis quand même heureux de l'entendre dire qu'il est d'accord pour la formation des grands regroupements. Je suis également content de savoir qu'il dit que c'est ensemble que nous avons décidé d'aller au grand regroupement pour finir avec le désordre qu'on constatait au niveau donc, des formations politiques, où chacun créait par quartier les partis politiques. Aujourd'hui, on a décidé d'aller vers les grands ensembles. Vous êtes d'accord avec moi que il n'y a rien, le monde n'a pas été bâti en une journée. Il n'y a rien qu'on peut faire de bien ou bien de parfait en une journée. On ne peut qu'aller progressivement. Et donc, M. Ngoudi a manqué de reconnaître que ça a été quand même un parfait par les acteurs politiques actuels, sous la houlette du président Patrice Talon, pour qu'on en soit aujourd'hui à ces grands regroupements. C'est rare au Bénin qu'on parle d'élections législatives et qu'on ne voit qu'une dizaine de partis politiques. C'est vraiment rare. Avant, sur le bulletin unique, il était difficile de disposer le nombre de partis politiques, les logos pour compétir. Aujourd'hui, nous avons seulement une dizaine. Et ce n'est pas que les gens ont voulu créer des partis, on a refusé, mais c'est ceux-là qui ont voulu adhérer aux partis politiques, qui ont voulu créer des partis politiques. Ça. Sinon, le reste, c'est les gens qui n'en veulent pas. Vous avez appris avec moi que FCBE a aujourd'hui le récépissé et que M. Kandid Azanaï est en train de faire les formalités pour avoir son récépissé. Ça veut dire que tout le monde est d'accord pour qu'on aille au regroupement. Si c'est la méthode, je crois que c'est ensemble que cette méthode peut être revue. Si des gens pensent qu'il y a des choses qui manquent à cette méthode, on ne peut pas rester loin, on ne peut pas rester hors du pays, on ne peut pas rester en dehors du système politique du pays et corriger cette méthode. Donc, je voudrais qu'ensemble, nous puissions revenir et corriger cette méthode-là. Voilà ma toute première réaction par rapport à votre question. Merci beaucoup. Merci. Je peux dire, je retiens par rapport à ce décor et aux deux réactions qui se complètent d'ailleurs parce que, bon, comment dire, la démarche, l'idée même de se regrouper en deux grands blocs ou en bloc est pratiquement, cette idée est pratiquement acquise au niveau de vous deux. Maintenant, M. Fayon a dit, bon, il n'y a pas d'homme net sans casser les œufs. Donc, je pense que c'est peut-être au niveau de la méthode que nous allons beaucoup plus et faire des analyses. Et au vu des questions, je pense que nous allons aller en profondeur de ça. Donc, mais avant ça, je voudrais que M. Ngoudi réagisse par rapport à l'absence de USL, en ce sens que aujourd'hui, M. Fayon dit que, et c'est vrai, toutes les parties de l'opposition sont en train de sont en train de vouloir avoir le récépissé. Et donc, Kandid Azanaï, les FCBE l'ont annoncé officiellement. Mais la question maintenant est de savoir pourquoi Sébastien Adjavon, le parti de Sébastien Adjavon, dont vous êtes l'un des porte-parole, pourquoi on le voit absent et de tout ce qui se passe en ce qui concerne le processus électoral. Vous avez la parole. 2 minutes, s'il vous plaît. Merci beaucoup, cher ami Aruna. Cet aspect montre à souhait que le régime peine à convaincre. J'ai posé 2 postulats tout à l'heure, que tout chef d'État, le second en particulier, je disais que tout chef d'État a pour vocation à préserver les acquis. Qu'il vous souvienne qu'en 90, nous avons fait une option fondamentale et qui a permis d'avoir une stabilité politique jusqu'à ce jour. Nous avons opté pour la démocratie. C'est ça. La démocratie, selon les grands auteurs, n'est rien d'autre que la gestion du peuple, par le peuple et pour le peuple. Cela suppose que aucun individu à lui seul ne peut en imposer aux autres, fût-il chef d'État. Qu'est-ce que nous constatons au jour d'aujourd'hui? On a dit que l'USL n'a pas voulu obtempérer. Non, l'USL avait déjà son récépissé avant que le nouveau code électoral ne soit voté. Et pour des questions de personnes, vous avez vu tout ce qui a été dit.
de tout ce qui a été fait pour empêcher. Et je rappelle que aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas dans une posture d'opposant parce que j'ai le plaisir de l'être. Non. J'ai dit hier que notre combat, c'est pour le développement de ce pays. Et si ce pays devait se considérer comme une société, nous sommes sociétaires à part égale. Il n'y a pas quelqu'un qui doit en imposer aux autres. Et quand je dis, je me ressource dans nos options de 90. Alors, le parti USL a répondu favorablement aux options, mais on lui fait l'obligation d'enlever son président d'honneur. C'est ça. Du parti. Pourquoi? Parce qu'il serait accusé, parce qu'il serait jugé au niveau de la criette avec une condamnation de 20 ans. Alors, cette condamnation, nous l'avons dénoncée. Nous avons adressé un recours, comme les tests en vigueur nous le demandaient au niveau du tribunal de première instance de Cotonou, qui s'est déclaré incompétent. Ensuite, nous avons formulé un recours au niveau de la Cour d'appel où nous attendons jusqu'à ce jour le verdict. Mieux, entre-temps, nous avons formulé une réclamation au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour dire que le droit du citoyen Sébastien Adjavon a été vraiment violé dans le processus l'ayant conduit devant la criette. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rendu sa décision et a dit que tout ce qui a été fait concernant Adjavon devant criette est nul et de nul effet. Et que par conséquent, on devait vraiment taire ce qui s'est passé là-bas. Alors, face à une décision du genre, il y a deux options possibles. La première, soit le gouvernement fait table rase de ce qui s'est passé au niveau de la criette, ou soit s'il estime que vraiment il veut toujours en découdre avec l'individu Sébastien Adjavon, il sera obligé de reprendre encore le procès. Mais nous avons constaté que aucune des deux options n'a été prise. Malheureusement, nous avons constaté qu'il a donné raison à Sébastien Adjavon en envoyant une loi à l'Assemblée nationale pour revoir les critères, pour revoir les fondements de la criette, en particulier l'absence du double degré de juridiction. Ça nous donne la preuve que c'est une cabale juste contre Sébastien Adjavon parce que l'organisation de Sébastien Adjavon, qui est l'Union sociale libérale, fait mal et fait peur. Et aujourd'hui, partout dans le pays, il y a un OPA qui est prononcé sur pratiquement tous les responsables USL du pays. D'accord. On fait tout, d'accord. Pour avoir... D'accord, monsieur Ngwedi, je vous comprends très bien. Donc, vous avez sorti la raison. Donc, je vais laisser votre vis-à-vis réagir, puisque c'est lui qui a constaté l'absence de l'USL. Monsieur Fayon, vous avez la parole. Je voudrais réagir pour continuer toujours par déplorer l'attitude de l'USL. Quand j'ai suivi M. Ngwedi, j'ai compris que pour eux, à l'USL, M. Sébastien Adjavon vaut plus que les militants, vaut plus que les Béninois. M. Sébastien Adjavon est au-dessus de l'intérêt de la nation. Si c'est pour la nation béninoise que eux ils ont créé ce parti, s'ils ont créé le parti pour combattre pour le peuple béninois, effectivement, la seule personne de M. Sébastien Adjavon ne devrait pas constituer un blocage pour la finalisation des formalités de ce parti politique. Au FCBE, au moment où le président Boni Yaye était en difficulté, était en conflit avec la justice béninoise, les partisans du FCBE se sont entendus contre la volonté de certaines personnes pour sortir le nom du président Boni Yaye, sortir le nom de M. Dianotin Valentin, sortir le nom de M. Komi Koutié pour faire les formalités. Aujourd'hui, ce parti politique est en train de servir les FCBE parce qu'ils estiment que la cause qu'ils sont en train de défendre, ce n'est pas la cause de Dianotin, ce n'est pas la cause de Yaye Boni, ce n'est pas la cause de Komi Koutié. C'est la cause du peuple béninois. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Je ne sais pas si au Bénin aujourd'hui,
La loi sur les partis politiques donne un statut particulier, donne des avantages particuliers à quelqu'un qui est président d'honneur d'un parti politique. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas si on est président, chef de parti, je ne sais pas s'il y a des intérêts particuliers qu'on a. Sinon que, même étant un simple militant, un simple sympathisant d'un parti politique, je crois qu'on peut s'exprimer librement. Et donc, si l'ISL, effectivement, était créé pour le peuple béninois, pour la défense des intérêts supérieurs de la nation, je crois que sortir le nom de M. Sébastien Diabon ne devait pas poser un problème. Ça veut dire qu'en réalité, le combat qui se fait par M. Roumedi et tout donc leurs camarades de l'ex-USL, le combat n'est pas le combat du peuple béninois. Le combat n'est pas pour le Bénin. Je suis vraiment désolé et déçu donc de cette attitude du parti. Alors, déçu de cette attitude du parti. Et donc, bon, allez-y rapidement, une minute, nous allons vraiment évoluer. Je vous donne une minute pour réagir. Il y a l'impression que mon vis-à-vis, il ne connaît pas celui dont il parle. Et je lui dis qu'il est mal placé pour affirmer que je mène un combat de personne. Je n'ai jamais connu le président Talon avant de l'avoir défendu contre les assauts de Yahi Boni en son temps. Peut-être vous savez de quoi je parle, parce que vous détient la dernière carte qui peut abattre à tout moment, s'appelle le président de la République. Non, moi ce n'est pas l'idéal pour lequel je me bats en politique. Non, si vous voyez, et ça fait même des blocs siamois du chef de l'État, des éclopés de la compétition. Nous allons... Cela, ils ne peuvent pas se rivaliser avec les informations sur le terrain. Oui, oui. Vous voyez? Et donc ça vient en rajouter aux frustrations que nous avions dans le pays. D'accord, nous allons... Si on veut rester... Monsieur Mbeki, nous allons revenir sur cet aspect de la méthode et qui, au fait, crée des frustrations, comme vous êtes en train de le dire. Et le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat a animé, on va dans le même sens, un point de presse le mardi 28 janvier. Face aux hommes des médias, Emmanuel Tiando a dévoilé le calendrier officiel des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Alors, chers panélistes, on pourra dire, sans risque de se tromper, que tout se passera dans les règles de l'art démocratique et cela sera une occasion, voire une possibilité pour la Sénat de redorer son blason maculé par la dernière sortie médiatique du président de l'ANLC et par la controverse de toute faute mineure et de faute majeure. Monsieur Fayon, réagissez rapidement par rapport à ça. Très rapidement. On a beaucoup de topics. Oui, moi je crois que la institution du pays, la Sénat n'a pas été installée par le régime du président Patrice Talon. Elle a été installée par le régime du président Boni Yahi. Moi, je fais confiance au membre de la Sénat et à la Sénat qui est là. Je crois qu'il n'y a pas de doute par rapport au travail qui sera fait. C'est lorsque nous remettons en doute déjà, lorsque nous avons déjà des a priori, mais des préjugés sur les institutions, que nous pensons que ce qui va être fait ne sera pas crédible. Donc, pour mon avis, tout ce qui sera fait par EPI, ce n'est pas la première expérience. C'est la même Sénat qui a organisé les élections présidentielles. Il n'y a même pas eu de contradiction. M. Jissou, avec cette même Sénat, avait même accepté et félicité son vis-à-vis au lendemain donc au soir des élections. Et donc, pour ce qui était arrivé la dernière fois, je crois qu'il faut toujours continuer par croire en cette Sénat qui a parlé de fautes mineures. Elle est la seule institution capable de juger, d'apprécier les fautes. Elle l'a dit, et donc on n'a qu'à lui faire confiance pour les prochaines élections. Merci beaucoup, M. Fayon. M. Mbeki. Alors, vous voyez, c'est là encore l'un des pièges que le pouvoir a mis en place pour tous les acteurs qui pensent de bonne foi qu'à travers les élections, on peut renouveler les responsables qui dirigent le pays. Mais qui vous souviennent que cette même Sénat, avec ces mêmes acteurs, ont animé la polémique interne suite aux fautes mineures et majeures. Moi, je faisais partie de ceux-là qui ont passé la nuit à la Sénat en avril 2019 pour les législatives. Et j'ai vu
que la plupart des partis politiques qui sont venus avec des fautes. Mais à l'arrivée, qu'est-ce que nous avons constaté? Le président de cette Sénat a distingué des fautes mineures et des fautes majeures. Mais avec le temps, nous avons compris pourquoi il a été obligé de se comporter de la sorte. Puisque, entre-temps, l'exécutif présidé par le chef actuel a organisé un audit et qui s'est révélé ayant laissé un peu de couac. Et donc, on a maintenu les résultats de ces audits comme moyen de chantage pour obliger cette institution qui, hier, nous a permis d'assurer l'alternance en 2016. On a maintenu cette institution vraiment dans un jeu de chantage qui les oblige à ne pas nous donner tout le meilleur qu'on attend d'eux. Donc, Monsieur Payon, je crois qu'il s'agit là, Monsieur Aruna. Monsieur Payon, réagissez rapidement par rapport à cet aspect de chantage qui est quand même extrêmement important. Allez-y, s'il vous plaît. Il s'agit là d'une affirmation gratuite et donc c'est des choses très graves que M. Ngwedi est en train de dire. Moi, je n'ai pas connaissance de quelconque chantage. Je ne sais pas s'il en a vraiment les preuves. Moi, je suis un journaliste. Je ne peux pas parler si je n'ai pas connaissance, s'il n'y a pas de preuves en main. Je ne sais pas s'il y a eu vraiment un chantage qui a été fait, une pression qui a été faite sur le président de la Sénat pour qu'il contredise ce qui a été constaté par les cadres du parti. Et puis, le président de la Sénat n'a pas un pouvoir absolu sur les autres membres de la Sénat. Il a le même pouvoir pratiquement que les autres commissaires. Et il n'avait pas été contredit par un commissaire. Il a parlé et le jour où il faisait sa conférence de presse, des commissaires l'avaient entouré. Et c'est eux-là qui ont parlé. Personne n'a porté plainte devant une quelconque institution par rapport aux déclarations du président de la Sénat. Et donc, pour M. Ngwedi, il parle de chantage. Je crois qu'il est le seul à savoir ce dont il parle. Moi, je n'en ai pas connaissance. Je ne voudrais même pas y croire. Monsieur Payon, et sur les allégations faites par Monsieur Elias, le président de l'ANLC, par rapport à la Sénat, ce qui a vraiment fait un tollé en ce moment. Vous vous rappelez de la sortie médiatique de Jean-Baptiste Elias par rapport... J'ai déjà suivi dans ce même pays des sorties médiatiques de M. Elias, Jean-Baptiste Elias, et qui ont été contestées. M. Ngwedi, ça ne me dira pas le contraire. C'est-à-dire qu'il a fait des sorties, des acteurs qu'il a accusés, dit que c'est faux, ils ont apporté la preuve du contraire. Et puis, l'institution qu'il est n'est pas compétente pour accuser quelqu'un. Normalement, il y a une procédure. Sa structure est affiliée à la présidence de la République. Il sait comment il devait faire. Bon, malheureusement, il a préféré cette voie-là pour porter des accusations sans preuve contre des gens. Et donc, moi, je ne prends pas ce que M. Jean-Baptiste Elias dit comme parole d'évangile. Bon, Monsieur Payon, encore, où en est-on par rapport à l'audit de la Sénat? Est-ce que c'est un dossier vidé ou soit le processus est toujours en cours? On n'a plus d'écho par rapport à cet audit. Oui, nous ne sommes pas obligés d'avoir d'écho par rapport à tous les audits qui ont été faits dans l'administration. Il y en a presque tous les jours parce qu'il y a plusieurs structures de l'État. Et donc, il y a un audit, il y a une procédure à suivre. Même le gouvernement n'a pas qualité à condamner ou bien même à dire qu'un commissaire ou bien un président de la Sénat a détourné. Seule la justice peut déterminer, peut juger de la culpabilité de quelqu'un dans une nation donnée. Donc, quand il y a un audit, les résultats sont envoyés vers qui de droit? La justice s'en saisit et fait son travail sans forcément nous faire un retour. Et donc, certainement que ça suit son cours. Je ne sais pas là où on soit en ce moment, mais c'est sûr que la procédure doit être en cours au niveau de la... Merci. Monsieur Ngwedi, rapidement, votre réaction. Non, je pense que mon vis-à-vis fait économie de vérité et il sait, pour avoir été journaliste, je crois qu'il est encore journaliste, il sait que les résultats de cet audit ne sont pas... si on l'avait envoyé à qui de droit, la justice devrait s'en saisir et jusqu'à ce jour, vu l'envie du chef de l'État de combattre la corruption, on aurait eu déjà un résultat probant. Aujourd'hui, c'est silence radio. Tout le monde le sait dans le pays. C'est un secret de la palissade de dire qu'on l'a mis sous boisseau et on en fait un objet de chantage. Jean-Baptiste Elias l'a dit. Aujourd'hui, il continue de circuler allègrement dans le pays. Si vous avez des griefs contre lui, mais
On connaît les pratiques du pouvoir en place. Vous l'auriez déjà mis sous boisseau. Et donc, je ne veux pas polémiquer. Les Béninois le savent. Il y a objet de chantage. Si vous ne voulez pas l'admettre, libre à vous. Mais il y a un autre aspect. Rapidement. Parler de l'organisation et de contentieux des élections. Aujourd'hui, la liste électorale est nettoyée par qui? Il y a eu la chance en 2017, d'accord, de participer au toilettage de la liste électorale. Et je sais que là-bas, la chance nous était donnée de faire vraiment un marquage à la culotte parce qu'il y avait l'opposition et il y avait la mouvance. Au jour d'aujourd'hui, quelle est la configuration de cette institution en charge du toilettage de la liste électorale? Monocolore. Monocolore et en faveur de qui? Du seul prince au pouvoir. Ce n'est pas l'idéal auquel nous aspirons dans notre combat politique. Lorsque le jeu est maîtrisé de bout en bout par un seul acteur, la tendance à prendre vraiment les choses pour son compte à soi, elle est trop grande. Et on ne peut pas dire le contraire au jour d'aujourd'hui. Mieux, au niveau de contentieux, à l'issue des élections, lorsque nous estimons par exemple qu'il y a une liste qui devrait avoir un tel nombre de voix qui ne l'a pas obtenu, qui devrait connaître du contentieux. Nous avons vu également que par le passé, récemment, au niveau des élections législatives, nous avons vu dans le nord de ce pays, dans le nord Bénin, il y a eu des échauffourées. Ouais, nous allons revenir sur ça. Et pourtant, Mbedi, la Cour constitutionnelle a déclaré que dans cette partie du pays, il y avait des députés. Ces choses nous ont montré à souhait. Nous allons revenir sur ça, s'il vous plaît. Ne sont pas réunies. Oui. Nous allons revenir sur... Je voudrais, M. Aruna, si vous permettez... Rapidement, une minute, s'il vous plaît. Très rapidement, M. Payon. Dire que si le président Patrice Talon a pu sauter un ministre de la République qui a été soupçonné dans les dossiers, s'il a pu faire emprisonner, parce qu'il a envoyé le dossier à la justice, un préfet, d'accord, un préfet qui lui est quand même cher, qui est très proche de lui, s'il a pu faire emprisonner ce préfet, et que si des gens ont été déjà sous lui, déjà pendant qu'il est entré, il est au pouvoir, s'il a pu les faire emprisonner, ils ont purgé les peines parce qu'il y a eu des suspicions d'actes de corruption, de mauvaise gouvernance, ce n'est pas le président de la Sénat qui lui ferait peur. La Sénat, c'est qui? Le président de la Sénat, c'est qui pour que le chef d'État de la trempe de Patrice Talon, que vous voyez, puisse avoir peur de le sanctionner s'il fait mal. S'il fait mal, on le sanctionne, on ne le remplace par quelqu'un d'autre. Donc, on n'a pas besoin de garder les résultats de l'audit et faire une quelconque pression sur lui. Je ne pense pas. D'accord. Monsieur Stanislas Mbedi, la majorité des Béninois de l'intérieur et de l'extérieur continuent de croire que les dés sont pipés à l'avance pour ces élections communales et que l'opposition n'a aucune chance de gagner ces élections. Ces Béninois, M. Mbedi, basent leur assertion sur la jurisprudence liée aux dernières élections législatives qui ont connu tacitement l'exclusion de l'opposition par le pouvoir de la rupture, d'une part, et la même mise du pouvoir de la rupture sur toutes les institutions ayant pouvoir de décision dans le processus électoral. C'est à peu près ce que vous étiez en train de dire à l'entame. Votre réaction par rapport à ce mindset, comme on le dit en anglais. Vous avez la parole. Alors, à ce mindset, comme vous le dites, je suis de ceux qui pensent qu'il faut créditer cette thèse-là. Il ne faut pas le faire juste par le plaisir. Non, on le fait la base des éléments que vous avez évoqués. Je vous donne deux faits, simplement, deux faits. Le premier, vous avez vu dans le code électoral, on a dit par exemple que pour une élection à venir en 2021, il faut avoir le parrainage, soit des députés ou bien des maires. Des élus locaux. Au niveau des députés, quelle est la coloration des députés qui sont là aujourd'hui? Est-ce que l'opposition peut se revendiquer avoir des représentants là-bas à l'Assemblée? La réponse, elle est pas la négative. Nous sommes dans une démocratie. J'ai l'impression que les gens oublient les fondements de la démocratie. Nous sommes dans une démocratie. Et donc, c'est un État
de fait qu'il faut déplorer et dénoncer. Et pour nous, tant qu'on ne va pas revenir sur ces préalables autour d'un dialogue, autour d'une assise vraiment ayant l'avantage d'inclure tout le monde, on serait en train de tourner autour du pot. Et ça, ce n'est pas bon. On a dit qu'il faut avoir des maires. Aujourd'hui, avec le régime actuel, nous avons compris que les maires peuvent être révoqués. Les maires peuvent être privés de budget. Les maires peuvent être même emprisonnés. Les maires peuvent ne pas sortir de la liste majoritaire, mais on en fera un maire. Nous avons vu le cas de Parakou, où l'actuel maire que je connais, que j'apprécie, et qui est par hasard le patron de mon vis-à-vis, Félicien Fagnon, et nous avons vu, il a bénéficié de cela dans ce pays. Et pour moi, c'est des erreurs graves qui ne crédibilisent pas aujourd'hui l'ouverture que tente de prôner le président au pouvoir. Et donc pour moi, ces deux aspects nous montrent à souhait que ceux qui craignent, ceux qui pensent que le pouvoir n'est pas dans une logique de transparence et d'ouverture, je crois que ceux-là, il faut créditer leur thèse. Voilà Monsieur Fayon, peut dire. Oui, merci beaucoup. Oui, Monsieur Fayon, vous savez, réagissez rapidement par rapport. Vous savez, le péché que les gouvernants qui ont précédé le président Patrice Talon ont commis, c'est de n'avoir pas respecté les lois qui étaient en vigueur au moment où ils étaient au pouvoir. C'est de n'avoir pas appliqué les textes de la République pendant qu'ils géraient le pays. Sinon, lorsque M. Ngwedi parle par exemple de la révocation des maires et autres, ce n'est pas de nouvelles dispositions qui ont été intégrées dans la loi sur les communes. Nous, c'est la loi 80, la loi qui a été votée je crois en 99, c'est la loi qui a prévu la révocation des maires. Ce n'est pas autant de Patrice Talon que c'est venu, mais c'est parce que les anciens chefs d'État ne l'appliquaient pas. Ils avaient refusé d'offrir de l'appliquer. Aujourd'hui, on parle de la réorganisation des partis politiques et ça fait grincer les dents. Mais vous savez que la charte qui a précédé celle qui est en vigueur en ce moment, avait même déjà dit que lorsqu'un parti politique ne participe pas 2 fois de suite aux élections, ce parti-là est radié de la liste des partis politiques au Bénin, mais ça n'avait jamais été respecté, ça n'avait jamais été appliqué. En fait, c'est tous ces problèmes-là qui créent de difficultés au président Patrice Talon aujourd'hui. Sinon, si les autres avaient appliqué correctement la loi, Patrice Talon ne serait pas en difficulté aujourd'hui dans ce pays-là. Alors, par rapport aux élections, vous savez, il a dit tout à l'heure qu'on contrôle les institutions et autres, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous sommes dans ce même pays. Nous avons vu le président Boni Yahi au moment où il était au pouvoir. Mais le soleil est différent. Hein? Oui, mais non, mais pas trop différent. On a vu le président Mathurin Kofi Nago qui a quitté le gouvernement pour aller à l'Assemblée nationale. Elle prenait l'Assemblée nationale. C'était bien sûr le gouvernement du président Boni Yahi qui l'a quitté. Il s'est fait élire député, puis après président de l'Assemblée nationale 2 fois de suite. C'était jamais arrivé dans l'histoire du Bénin. Mais il a été élu 2 fois successivement au Perchois. Il était donc partisan du président Boni Yahi. C'est sous le président Boni Yahi que le maître Robert Dessous est arrivé. On sait comment il est allé là-bas. On sait que M. Adam Bonitessi, alors député à l'Assemblée nationale, député FCBE, était au Parlement quand on l'a pris pour le nommer président de la RAC. Dans ce même pays, sous le président Boni Yahi, on sait que c'est sous le président Boni Yahi que Ousmane Batoko avait été nommé président de la Cour suprême. Et pourtant, on n'avait pas vu que Yahi Boni avait contrôlé les institutions du pays. Et pourtant, on a continué de croire que les élections qui avaient été organisées à l'époque étaient donc des élections crédibles et que c'est aujourd'hui que le président Patrice Talon contrôle les institutions. En fait, c'est la loi du pays, c'est-à-dire c'est la constitution béninoise qui est faite comme ça. C'est la constitution qui donne trop de pouvoir au président de la République. Et c'est ça que Patrice Talon a refusé au début. Quand il est arrivé, il dit qu'il va faire réviser la Constitution pour réduire un peu les pouvoirs du président de la République. Malheureusement, le Parlement qui a précédé celui qui est là maintenant a refusé. Et ce Parlement était composé de députés FCBE, députés de l'Union Fédération, tout bord confondu. Malheureusement, par 2 fois ce Parlement a rejeté la révision de la Constitution qui aurait permis de réduire les prérogatives du chef de l'État qui font peur aujourd'hui. C'est quand même dommage. Mais on n'a qu'à faire avec d'abord. Et dès que les Béninois seront d'accord, on peut toujours s'asseoir, discuter et réviser les tests. Merci beaucoup. On n'a qu'à faire avec d'abord. Et c'est les mêmes pratiques d'hier qui reviennent. Et... Bon, je pense que... Cher Aruna,
Ok, allez-y, 1 minute s'il vous plaît, parce que nous avons beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Allez-y très rapidement, 1 minute. Mon frère parle de réduire l'importance, la surpuissance du chef de l'État dans le dispositif législatif. Mais qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui de le faire? Puisqu'il a 83 obligés à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? S'il était sincère, maintenant qu'il a les coudées franches, pourquoi ne procède-t-il pas à cette réduction de... Comment il va dire du mandat, de l'influence de l'exécutif. De l'influence du chef de l'État. Il peut le faire. Pourquoi ne le fait-il pas? Alors, deuxième chose, les partis, je vais dire, il a dit tout à l'heure que déjà au niveau du code électoral, il y avait une disposition qui permettait déjà de sortir les partis qui ne participaient pas à 2 élections consécutives. Et il vient apporter de l'eau à mon moulin, parce que j'ai dit à l'entame que je faisais partie de ceux-là qui ont mené une réflexion ayant débouché sur une plaquette qu'on appelle « Rénover le système partisan pour mieux gérer le pays ». Est-ce que lui Fayon, il a connaissance de cette plaquette-là? Est-ce qu'il a connaissance de cette plaquette? S'il a connaissance de cette plaquette, il doit pouvoir comprendre que la piste que nous sommes en train de vouloir explorer aujourd'hui fait partie des pistes qu'il ne faut pas essayer. Et c'est dit clairement dans la plaquette. Je constate qu'il ne l'a pas lu. Je l'ai lu. Je fais partie de ceux qui ont mis cette plaquette. Oui. Parce que... une plaquette éditée par le peuple. N'est-ce pas, M. Mbedi? Laissez-moi finir, vous aurez le temps d'opiner, s'il vous plaît. D'accord? En tant que journaliste, vous savez que il fallait pas laisser le ministère de l'Intérieur dans cette léthargie. Mais pourquoi aujourd'hui on a eu le besoin de faire des regroupements à pas forcer? On pouvait laisser les gens se regrouper de façon volontaire, spontanée, en fonction des affinités idéologiques et programmatiques. Mais pourquoi avons-nous eu le besoin de les obliger à se mettre ensemble? Ça n'a pas changé. La disposition qu'il a évoquée pouvait permettre de larguer du rang tous les partis qui ne seraient pas conformés à cette disposition. D'accord. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Réagissez rapidement. La loi sur les partis politiques. Allez-y. La salle des partis politiques n'a pas été modifiée. Il n'y a pas eu grand chose de modifié dedans. Juste avant de constituer, avant de créer un parti politique, c'est les dispositions à prendre là. C'est pratiquement ça que le régime actuel a touché. Pas le régime, les députés ont touché. Le nombre de personnes qu'il faut avoir par commune, par département, c'est pratiquement ça. Sinon, on n'a pas empêché quelqu'un, on n'a pas limité la création des partis politiques. On peut en avoir aujourd'hui 100, on peut en avoir aujourd'hui 1000. Ça n'a pas été limité. Rien n'a changé. Et on n'a pas demandé, par exemple, aux Goum de se retrouver, aux Yoruba de se retrouver, aux Adia de se retrouver. Alors, ce parti politique, ce n'est pas interdit. Ça n'a pas été interdit. Ils peuvent se regrouper. Seulement qu'on ne veut plus des partis de quartier. On veut des partis nationaux, des partis ayant une étendue nationale. Et donc, des militants qui doivent venir, qui doivent provenir de toutes les localités du Bénin. C'est juste, c'est pratiquement la grande rénovation qu'il y a eu. Sinon, il n'y a pas eu grande chose. Vous savez de quoi il s'agit. Vous connaissez l'ancienne charte. Il n'y a pas eu grande chose. Donc, rien n'est limité aujourd'hui. Il n'y a pas un regroupement forcé. À l'USL, on vous a forcé à faire quoi? On vous a demandé d'aller prendre des gens du Nord, d'aller prendre des gens du Sud, du Centre, de l'Est à l'Ouest, pour créer votre parti. Que ce ne soit pas seulement des gens de Grand Popo, des gens de Porte-Nouveau ou de Sémépoti qui constituent l'USL. C'est ce qu'on a refusé. C'est tout. Sinon, la nouvelle charte, l'actuelle charte que nous utilisons... Comme vous êtes en train de parler, qui a refusé? Ce que vous êtes en train de dire, en tout cas, les gens vous écoutent. Merci beaucoup. Et ceux qui savent faire l'analyse, ils verront que vous êtes en train de vous contredire. Il ne revient pas à quelqu'un de dire ce qu'il faut faire. Ce sont les caisses qui doivent nous dire ce que nous allons faire. Par rapport aux caisses, nous sommes parfaitement en phase. Et je vous ai dit que la Cour africaine des droits de l'homme a rappelé des choses
qu'aujourd'hui, le gouvernement que vous êtes en train de soutenir est en train de vouloir accéder à cette correction, à savoir instaurer au niveau de la criette le double degré de juridiction qui a empêché le président Djabon d'avoir un procès équitable. Aujourd'hui, vous en dites quoi? Quand on revient sur des choses comme ça, la conséquence c'est quoi? C'est de dire que le procès qui a condamné le président Djabon à 20 ans est un procès qui n'a pas été équitable et qu'il faut soit de reprendre, soit déclarer une relâche pure et dure. Quand on ne le fait pas, et quand des cadres comme vous soutiennent des positions comme ça, il faut aller chercher la source première de la motivation ailleurs. La source première de la motivation, ce n'est pas l'intérêt général, mais c'est plutôt comment capter des rentes personnelles ou des positionnements. Parce que les élections arrivent, peut-être que vous avez des ambitions et qu'en faisant le griot, on va pouvoir vous positionner à des endroits donnés. Je n'en sais rien. Mais il nous faut travailler dans l'intérêt général. Et pour ce faire, ce que nous avions dénoncé hier, aujourd'hui, nous devions être en même de les dénoncer. Si on n'est pas capable de le faire, ça veut dire que nos motivations sont ailleurs. Et je disais tout à l'heure que le ministère de l'Intérieur a les coudées franches pour appliquer la loi et sortir des rangs tous les partis qui ne vont pas se conformer. Mais pourquoi ne faisons-nous pas ça? Nous avons vu des gens à qui on a donné. Est-ce que vous allez dire que les partis qui étaient aux législatives, les partis qui étaient aux élections législatives, aujourd'hui, sont écartés? Vous pensez que ça leur fait plaisir? Le PRD qui était là-bas, Moël Bénin, à qui je lance, je fais un coucou par hasard, mais ceux-là, mais ils ont eu leur existence légale. Et pourtant, à cause des incongruités de cette Sénat, on les a écartés. Est-ce que c'est ce que nous voulions pour le pays? Non. Et il faut être honnête de reconnaître qu'il y a mal donne et chercher à l'améliorer. Ne pas aider le chef de l'État à voir là où il y a les biens est vraiment un danger pour le pays. Et c'est pourquoi je vous renvoie à la lecture de la plaquette. Est-ce que vous avez connaissance de cette plaquette? Si vous avez connaissance de cette plaquette, vous allez constater qu'on a dit des erreurs à éviter pour permettre à cette réforme de prendre. Pas regarder en arrière, continuez pas à parler des élections législatives et ne pas vouloir évoluer. Nous voulons évoluer au Bénin. Les partis politiques ont évoluer par rapport à quoi? Faire aujourd'hui pour aller aux élections. Les gens ont oublié ce qui s'est passé lors des législatives. Allons-y ensemble, allons aux élections. Regardons devant. Il y a l'impression que, vous voyez, on ne peut pas faire de la démocratie sans des démocrates. Et je vois que vous avez du mal à savoir les règles élémentaires en matière de démocratie. Quand vous parlez, moi je vous laisse parler, mais je ne retrouve pas cette réciprocité venant de vous. Je vous ai demandé tout à l'heure, au niveau de Kos-Lepi, qui sont ceux qui sont là-bas? Vous étiez incapable de me répondre. Répondez honnêtement, vous êtes intellectuel et je sais que vous avez encore cette fibre intellectuelle de pouvoir reconnaître ce qui est. Qui sont ceux qui sont au niveau de Kos-Lepi aujourd'hui? Dites-moi si vous voulez, je vous laisse la parole. Non, mais je crois que ceux qui sont au niveau de Kos-Lepi, c'est les députés qui ont été choisis conformément donc aux dispositions en vigueur. Et ils sont de quelle coloration? Il y a quelqu'un qui anime cette émission, donc je ne voudrais pas vous permettre de prendre sa place et de commencer par poser les questions à votre vis-à-vis. Donc on va laisser monsieur. S'il vous plaît, je suis un journaliste et donc ce n'est pas moi qui pose les questions, ce n'est non plus vous pour le moment. Il y a quelqu'un qui anime l'émission, je préfère le laisser reprendre le contrôle de cette émission pour que nous puissions évoluer. Alors, je lui dis de vous reposer alors la question de savoir quelle est la coloration de ceux qui sont au niveau de Kos-Lepi au jour d'aujourd'hui. De toutes les façons, en attendant qu'ils nous reprennent le contrôle de cette émission, je voudrais donc vous dire que ceux qui sont au niveau du Kos-Lepi, c'est les députés à l'Assemblée nationale, des élus du peuple, des gens qui ont été élus par des Béninois. Ils n'ont pas été élus par des Nigérians ni par des Togolais. Et ces députés ont été élus dans les... Ils sont 83, ils ont été élus donc dans les 77 communes du Bénin, dans toutes les contrées du Bénin. Et nulle part dans la constitution béninoise, il n'est cité, il n'est fait obligation à aucun parti politique de prendre part à l'Assemblée nationale à travers donc des députés qui sont élus.
On a juste dit que chaque parti politique compétit. Si le parti arrive à se faire représenter à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de problème. Mais la Constitution n'a pas dit que l'Assemblée nationale est constituée d'opposants et de mouvanciers. Nulle part ce n'est écrit. Et donc, arrêtez de dire qu'il n'y a que des mouvanciers à l'Assemblée nationale. Si on fait une compétition, ce n'est pas un concours. Seuls des mouvanciers gagnent l'élection. Où est le problème? Quelle est la disposition qu'on a violée? Quelle est la loi qui est... Je crois que ça, c'est du passé. Regardons devant. Parlons des élections communales qui arrivent. J'ai vu le thème. Je voudrais même que M. Harouna nous permette donc de commenter ce thème lorsqu'il dit que est-ce que ce n'est pas un piège de talon à la mouvance. Je dis mais pourquoi est-ce que c'est un piège? On a fait les dernières élections communales au Bénin en 2015. La loi a prévu que les conseils communaux et municipaux sont renouvelés 5 ans après. Donc le gouvernement n'est que dans cette logique. Ce n'est pas un piège, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ce n'est que le renouvellement des conseils communaux et municipaux. Tout simplement dans le respect des textes en vigueur. Donc ce n'est pas un piège à quelqu'un. J'ai encore lu le second part de notre thème qui dit que est-ce que c'est une volonté du président Patrice Talon donc d'accepter les partis qui avaient été exclus. Je dis non, ce n'est même pas une volonté du chef d'État parce que le président de la République n'avait pas exclu un parti politique. Nulle part dans ce pays, il n'a été écrit que le président de la République a exclu un parti politique et l'a empêché d'aller aux élections législatives dans ce pays. Les gens n'étaient pas en règle. C'est simplement ça. Et il y a eu élection. Le Bénin dispose d'un parlement aujourd'hui. Ce parlement fonctionne. Ce parlement légifère. Et les institutions sous-régionales nous reconnaissent. Les institutions nationales nous reconnaissent. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Allons aux élections municipales. Faisons les élections, élisons nos maires, élisons nos conseillers communaux, et puis le Bénin va avancer simplement. Donc, les polémiques, à mon avis, n'ont pas droit de citer là où nous sommes en ce moment. USN n'a qu'à faire les démarches. Nous avons encore des jours, nous avons encore quelques semaines devant nous. L'USN n'a qu'à faire les démarches, avoir son récépissé pour permettre donc à leurs militants de s'exprimer, pour permettre à leurs militants de pouvoir candidater. Je suis un peu déçu de voir les démissions que les gens remarquent. Les démissions là, ce n'est pas anodin en réalité. C'est parce que vos militants, les cadres de votre parti, ne savent plus où aller. Ils ont besoin d'aller aux élections. Mais vous ne voulez pas vous mettre en règle. Ils sont obligés d'aller se réfugier au niveau des autres partis politiques pour pouvoir participer aux élections. C'est votre faute. Et je crois que demain, les gens vont vous demander des comptes. Ceux qui soutiennent aujourd'hui USL vont vous demander des comptes. À moins que vous ayez la volonté de faire disparaître ce parti-là. Mais si vous faites disparaître l'USL, c'est que vous avez fait disparaître un idéal, une idéologie. Ça va être malheureux parce que nous sommes dans un pays où nous voulons qu'il y ait une pluralité d'idées, une pluralité d'idéalisme pour que tout le monde puisse parler, pour que tout le monde puisse s'exprimer. Ce n'est pas un seul parti politique qu'il faut au Bénin. Donc, faites les formalités, permettez à vos militants de candidater et de s'exprimer pour les prochaines élections. Monsieur Mbedi. J'ai l'impression que à dessein, vous occultez les réelles préoccupations, mais je fais confiance aux auditeurs, aux téléspectateurs qui nous suivent, parce que, à vous écouter, visiblement, vous n'avez pas envie de voir les réalités en face. Et ça, nous constatons que c'est juste des questions de partisanerie qui vous amènent mais ce n'est pas grave. Députés qui sont là. Je vous le conteste. Vous pouvez me laisser continuer, s'il vous plaît. Vous pouvez me laisser continuer, s'il vous plaît. Voilà. Donc, je voudrais vous dire, quand vous évoquiez qu'au Parlement, en ce temps-là, que le président avait voulu que tous les partis participent. Mais je veux vous demander encore, qui sont ceux qui ont arrêté la négociation? Parce que j'ai l'impression que vous pensez que tout le monde est amnésique dans le pays. À l'Assemblée, là, quand le président a rencontré la classe politique et leur a dit d'aller trouver des voies et moyens pour que tout le monde puisse participer aux élections, qui sont ceux qui ont arrêté les discussions à l'Assemblée nationale? Vous regardez dedans, vous verrez que ce sont toujours les soutiens du président qui ont arrêté les discussions. Peut-être que vous êtes amnésique, mais les autres, tout le peuple n'est pas amnésique, cher ami. Alors, quand vous quittez, vous parlez de l'USL, j'ai l'impression que vous avez envie de devenir membre de l'USL. Les portes sont grandement ouvertes pour vous. Venez, on va vous accueillir. Mais nous nous battons pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, j'ai dit tout à l'heure que nos références à nous sont sourcées, sont enracinées dans l'option faite en 90, à savoir la démocratie, qui voudrait dire la gestion du peuple par le peuple et pour le peuple. Il n'est pas question qu'un individu
fût-il président de la République ou fût-il président de la République, puisse en imposer aux autres. La preuve, vous avez vu, lors des législatives, on a sorti la question des quitus fiscales. Chiche, on était d'accord, mais nous avions vu les difficultés que ça a créées. Et on disait déjà en ce moment au président qu'il pouvait demander à l'Assemblée d'assouplir les conditions d'obtention de ce document quitus qu'on a accepté tous. Mais on a vu, il s'est farouchement opposé. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons constaté? À un conseil des ministres, il demande au directeur des impôts de faciliter l'obtention de ce document. Pour nous, c'est une erreur. En démocratie, ça ne se fait pas. Il y a le parallélisme des formes en matière juridique. Et je sais qu'il y a d'éminents juristes autour du chef de l'État. Ça ne se fait pas dans une démocratie. Pour l'erreur, s'il vous plaît, monsieur Moué. Moi, je pense qu'il y a un esprit quand même une volonté de demander encore à l'Assemblée nationale d'assouplir les conditions d'obtention de ce quitus. C'est de demander à l'Assemblée nationale d'assouplir les conditions d'obtention de ce n'est pas la loi qui a prévu. Laissez-moi parler, vous aurez votre temps de parole. Vous aurez votre temps de parole. C'est aussi ça la démocratie, cher ami. Vous aurez votre temps de parole. D'accord? Lorsque la loi instaure une disposition, il ne revient pas à un président d'y mettre un thème. Il a toutes les manettes en main. Qu'est-ce qui l'empêche de retourner à l'Assemblée et de leur dire, trouvez-moi une loi pour assouplir les conditions d'obtention du quitus. Et c'est ce fait que nous sommes en train de refuser. Ce n'est pas bon et vous ne le savez pas. Aujourd'hui, vous profitez parce que vous êtes dans les escarcelles du pouvoir, vous pensez que c'est ça qui vous arrange. Mais demain, lorsque vous ne serez pas dans les escarcelles du pouvoir, vous allez voir les revers de ces propos que vous tenez aujourd'hui et de ces positions que vous défendez au jour d'aujourd'hui. C'est pourquoi nous disons que lorsque vous êtes en démocratie, vous devez faire les choses convenablement. La loi lui donne plein pouvoir. Il a déjà 83 députés. Qu'est-ce qui l'empêche de lui dire, assouplissez-moi les règles d'obtention du quitus fiscal? Rien ne l'empêche. Qu'est-ce qui lui empêche aujourd'hui de dire, bon, je suis au pouvoir, vous êtes là-bas, 83, à mes ordres, réduisez-moi les pouvoirs du chef de l'État. Ça va se faire, mais pourquoi il ne le fait pas? C'est du bon sens. C'est du bon sens. Et nous avons besoin également dans la démocratie qu'il y ait un peu de bon sens, qu'on ne soit pas toujours guidé par des intérêts individuels et personnels. Et c'est pourquoi je vous renvoie à cette plaquette. L'avez-vous lu, cette plaquette? Si vous l'avez lu, vous allez comprendre que ça faisait partie des déviances à éviter pour ne pas gavoter l'idée de la réforme du système partisan. Et je m'en arrête pour vous laisser la parole. Monsieur Mouye, pour votre plaquette, je voudrais vous dire que je fais partie de ceux qui l'ont mis en ligne. Donc ne vous en faites pas pour ça. D'accord? Non, l'avoir mis en ligne ne veut pas dire l'avoir lu. Ça veut dire que je l'ai lu. Alors, ça veut dire que je l'ai lu. Je connais le contenu de cette plaquette-là. Alors, lorsque vous parlez du quitus fiscal, monsieur Mouye, moi, je ne suis pas un homme de droit. Vous êtes au moins un homme de droit. Et vous savez comment interpréter certaines dispositions juridiques. Je suis un peu peiné de vous voir mal interpréter une décision du chef de l'État. Le chef de l'État n'a jamais dit qu'il faut remettre en cause le quitus fiscal. La loi a prévu qu'il faut le quitus fiscal. Le président de la République n'a jamais dit qu'il ne faut plus ça. Mais c'est l'administration qui délivre le quitus fiscal. C'est qui aujourd'hui le patron de l'administration? C'est le chef de l'État. Et les gens se sont plaints pour dire, mais l'année dernière, pour avoir ce quitus-là, les gens ont eu des difficultés pour le faire. Et puis en plus de ça, pour payer, c'est des difficultés pour des citoyens. Bon, étant patron de l'administration, il n'a pas agi sur la loi. Il n'a pas dit qu'il faut remettre ça en cause. Mais il a juste instruit ses services pour dire, pour la délivrance du quitus fiscal, prenez les dispositions pour assouplir les formalités aux citoyens. Ça n'a rien à voir avec la loi. Ça n'a pas, il n'a pas piétiné la loi. Il n'a pas piétiné la loi et il n'a pas remis en cause ce qui est écrit. La preuve est que dans les dossiers, les gens auront le quitus fiscal. N'est-ce pas ça ce que la loi demande? Donc, je voudrais que
vous puissiez quand même comprendre cela et l'expliquer à ceux qui sont autour de vous. Sinon, nous allons intoxiquer les populations pour rien, alors qu'il n'en est pas question. Celui qui n'a pas payé les impôts, peut-il avoir son quitus? Alors qu'ils sont nombreux dans le rang des soutiens du pouvoir à ne pas payer les impôts. Aujourd'hui, avec cette mesure, tous ceux-là peuvent avoir le quitus. Et nous ne voulons pas ça. Et c'est travailler pour l'intérêt général que de dire que ce n'est pas comme ça, ça se passe dans une république. Il faut retourner à l'Assemblée pour que l'Assemblée prenne des mesures pour assouplir l'obtention et la délivrance des quitus. Ça, c'est purement juridique. Et si c'est peut-être ça, la bénédiction du peuple béninois. Il a voulu que deux opposants aujourd'hui se parlent et je pense que ça, c'est des signes qui ne se trompent pas. Ça a été une panne technique, mais aussi ça a été vraiment un rassemblement, une unité des fils du Bénin. C'est ça, l'aube 2020, tant mieux pour le Bénin et c'est ainsi que nous allons commencer vraiment cette année. Nous pouvons ne pas être d'accord idéologiquement, mais après tout, nous sommes des frères, nous sommes et nous serons toujours des frères. Donc, nous allons tout de suite continuer et conclure en même temps cette émission. Et nous savons que vous étiez très nombreux sur cette émission. Nous allons néanmoins aborder certains aspects qui va nous permettre de continuer très rapidement cette émission. Je vois que M. Humbedi est en train, veut prendre la parole, mais je vais lui dire de me donner quelques minutes pour replanter le décor par rapport à ce que nous avons entamé. Donc, je voudrais dire aussi, vraiment, je voulais féliciter notre réalisateur Malik Sall qui était dans toutes les directions pour nous ramener la technologie. C'est une nouvelle technologie que Tempo Afrique TV est en train d'expérimenter et c'est pratiquement une technologie qui fera écho dans les jours et dans les mois à venir. Donc, ceci dit, mes chers amis panélistes, merci pour avoir continué l'émission sans le modérateur et vraiment, je vous remercie et je suis très, très fier de vous. Donc, je vais replanter tout petit peu le décor et nous allons continuer dans ce sens. C'est vrai que mes esprits ne sont pas encore tout à fait stables, mais je pense que je peux tenir et j'aurai pratiquement le support de mes invités. Écartés des dernières élections législatives du dimanche 28 avril 2019, les partis politiques se réclamant de la mouvance au pouvoir, mais ayant gardé leur autonomie lors de la constitution des deux blocs, lors des deux blocs ainsi composés non, c'était l'autre question au fait que je voulais poser à monsieur Fatonji. Vous voyez, je suis un peu dans toutes les directions. Monsieur Fatonji, on a l'impression que la stratégie politique du pouvoir dit de la rupture est de tout faire pour faire participer les partis politiques de l'opposition à ces élections communales dans le but de légitimer le pouvoir talon, surtout au niveau international qui a perdu toute crédibilité démocratique au lendemain des élections législatives d'avril 2019. Votre réaction, s'il vous plaît. Monsieur Aruna, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous pensez que c'est le chef de l'État qui veut faire participer des partis à une élection. Je pense qu'une élection est ouverte à tous les partis politiques qui sont en règle. Et donc, il n'avait jamais empêché quelqu'un pour maintenant vouloir donc permettre à ce que tout le monde vienne. Et je l'avais déjà dit, moi, vous n'étiez pas là, que lorsque je prends votre thème, par exemple, lorsque vous dites si ce n'est pas un piège pour l'opposition, ou bien si ce n'est pas une volonté du président de la République de mettre fin à l'exclusion, j'ai dit, mais d'abord, ce n'est pas un piège. Il y avait l'élection en 2015. Logiquement, 5 ans après, on renouvelle les conseils communaux. C'est de ça qu'il s'agit. Il a convoqué le corps électoral
en tenant compte de ce que la loi a prévu, simplement. Maintenant, vous demandez si il veut les forcer, il veut les amener à y aller. Non, ce n'est pas à lui de les amener à y aller. Si un parti politique pense que lui, il est capable de prendre part aux élections, le parti postule et prend part aux élections. Il ne revient pas au chef d'État de forcer quelqu'un. Si c'est le cas, mais pourquoi est-ce que le chef d'État ne force pas USL à aller? Et que c'est USL seulement qui a opté pour le chaos. Et je l'ai dit tout à l'heure, vous n'étiez pas là, j'ai dit, mais cette posture de USL, si tout le monde devait l'adopter, c'est que le pays serait dans un chaos total. C'est que c'est seulement les deux partis qui soutiennent le chef d'État seuls qui vont postuler pour les élections qui viennent. Mais heureusement, les autres ont refusé. Heureusement, la résistance a pris fin. Et c'est USL seulement qui aujourd'hui est resté dans cette résistance et aussi dans l'illégalité. C'est malheureux. Et j'étais en train d'en vouloir donc à M. Rungwedi et tous ses camarades qui aujourd'hui ne veulent pas donner la possibilité à leurs militants de candidater pour les élections qui viennent pour le renouvellement des conseils communaux et municipaux. Patrice Talon a déjà fait son devoir, il respecte les tests du pays. 5 ans après, on renouvelle les conseils communaux et municipaux, il a convoqué le corps électoral, la Sénat est en train de travailler, et donc pour moi, ça va. Les autres partis qui sont en règle vont continuer le chemin. S'il y en a qui ne veulent pas continuer par animer la vie politique nationale, bon, on les laisse et puis on continue. Aujourd'hui, nous allons tous vers l'avant, nous voulons la paix pour le pays et on va vers la paix, c'est tout. Monsieur Rungwedi. Alors, merci beaucoup. Je crois que nous avons dit l'essentiel pendant l'émission et il faut retenir que le processus est embrigadé par le régime en place. Donc, à quoi ça sert de participer à un jeu lorsque vous savez que le jeu n'est pas ouvert, le jeu n'est pas franc? Je vous ai dit, à l'Assemblée nationale, qui sont ceux qui sont là-bas? C'est les frères siamois, c'est les obligés du chef de l'État. Au niveau de COS-LEPI, l'institution chargée du toilettage de la liste électorale, qui sont ceux qui sont là-bas? C'est toujours les représentants de ces deux partis politiques siamois, présidés par le chef ou bien dont le promoteur est le chef de l'État. Au niveau de la Sénat, je vous ai dit le bien qui est à ce niveau-là et que l'audit qui n'a pas révélé tous ces dessous pourrait être la cause de ce chantage qui ne dit pas son nom et qui les amènerait à ne pas être transparents et à ne pas jouer le jeu de façon équitable. Et je vous ai dit également, lorsque, après les élections, il y aurait contentieux, à qui pouvons-nous nous adresser? Nous avons vu par le passé que les élections législatives à polémique ne se sont pas bien déroulées dans le nord du pays. Par exemple, dans la ville de Parakou, et pourtant l'institution chargée de régler les différends a nommé des députés dans cette région du pays. Ces éléments mis bout en bout nous ont amenés à dire que le jeu n'est pas transparent et que ça ne sert à rien de cautionner une mascarade qui aura pour seul but de crédibiliser l'action du chef de l'État. Parce que visiblement, c'est ce qu'il y a. Et c'est ce que nous déplorons. C'est pourquoi nous souhaitons que le jeu soit plus ouvert. Et s'il le faut, que nous allions à une assise pour rebattre les cartes et pour s'entendre. Parce que là, visiblement, on est conscient qu'il y a mal donne, mais on veut obliger tout le monde à aller à pas forcer. J'ai fait allusion à l'entente que nous avons au niveau de la classe politique par rapport à la nécessité de rénover le système partisan. Et je vous ai dit que nous avons eu cette chance-là de travailler à l'avènement de la plaquette au niveau de l'Union fait la nation. Et j'ai rappelé chaque fois mon interlocuteur, je lui ai demandé s'il a lu le contenu, parce que par rapport aux déviances qu'il fallait éviter pour que la réforme du système partisan soit une réalité, on a énuméré le fait de laisser le chef de l'État embrigader tout le dispositif. Le fait, par exemple, de permettre à ce que des individus, pour leur survie individuelle politique, soient obligés de faire du nomadisme politique. Nous avons dit le fait qu'on oblige les gens à aller à des regroupements peut biaiser l'idée. Il fallait laisser les gens aller de façon naturelle au regroupement, quitte au ministère de l'Intérieur de jouer son rôle
pas l'épuration des partis politiques qui ne vont pas se conformer aux règles. Mais ce n'est pas ce que nous sommes en train de constater. On oblige tout le monde à aller à ce regroupement. Et je dis, vu sous cet angle, le chef de l'État peut faire son temps, mais lorsque les conditions seront favorables, comme lui-même il aime à le dire, merci. Les gens vont s'exprimer. Et la plupart de ceux que vous voyez dans les blocs, ils n'y vont pas parce qu'ils y ont le cœur ou bien parce qu'ils en ont envie. Ils y vont par instinct de survie politique ou bien par contrainte parce que, ayant les représailles fiscales, ayant, comment il va dire, la pression et puis les intimidations de tout genre que vous connaissez dans le pays. Et c'est ça qu'il faut bannir de nos pratiques politiques. Voilà, cher Aruna, merci beaucoup. En substance, pour résumer ce que nous avons dit jusque-là. Merci. Avant de conclure l'émission, il y a deux questions que très rapidement vous allez aborder pour reprendre un peu le fil. Chers panélistes, les députés ont adopté la loi modificative du code électoral en République du Bénin, adoptée en septembre 2016. Elle a été modifiée le jeudi 14 novembre comme suite aux recommandations du dialogue politique dont vous avez parlé de long en large du 10 au 12 octobre au Palais des Congrès. La Cour constitutionnelle ayant validé la loi le même jour, le chef de l'État l'a promulgué le vendredi 15 novembre. Ce code, à travers l'article 146, stipule que seules les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national sont éligibles à l'attribution des sièges. Cela veut dire que l'élu local peut faire du 100% dans son fief local, sans siéger au conseil communal, qu'à n'avoir pas totalisé les 10% sur le plan national. C'est un peu un problème. Et la loi reste muette, sur ce cas. Très rapidement, je sais que vous avez abordé cela en mon absence. Rapidement, dites quelque chose par rapport à cette configuration. C'est extrêmement important. Monsieur Fayon. Je ne sais pas si vous me permettez de prendre la parole. Oui, allez-y, monsieur. Oui, alors je voudrais, avant donc de répondre à cette question, dire que lorsque vous êtes dans un pays et que tout le monde marche sur la tête, vous ne pensez pas que vous aurez été plus malin que les autres en marchant sur les pieds. Si aujourd'hui tout le monde accepte de suivre la réforme politique dans le pays, respecter les textes en vigueur et aller aux élections, et que USL seul pense que ça ne va pas et refuse, donc que USL ne pense pas que les autres sont des cons. C'est peut-être eux-mêmes qui sont en train de jouer à autre chose. Et donc, la résistance est terminée, le Bénin se porte bien. Par rapport au contentieux, il a dit que par le passé, on avait nommé des gens malgré les recours. Mais est-ce que USL avait été aux élections dernières pour faire des recours? Quel recours USL avait fait et que la Cour constitutionnelle n'avait pas pris en compte? Je ne sais pas. Et par rapport aux élections qui viennent maintenant, ce n'est pas la Cour constitutionnelle, c'est la Cour suprême qui est compétente pour connaître des recours liés donc aux élections communales et municipales. Et cette Cour suprême, elle a été mise en place par Yahi Bouni. Ce n'est pas la Cour de Talon encore, pourquoi on dit que c'est les partis Talon qui contrôlent cette Cour. Elle a été mise en place par Yahi Bouni avant de partir. C'est monsieur Batoko Ousmane qui est là-bas avec son équipe. Et ils en ont déjà l'expérience. Donc, normalement, cela ne devait pas inquiéter USL. Pour revenir à cette question de 10% qui inquiète ceux qui nous suivent, les téléspectateurs, je crois que monsieur Mbeki l'a dit au début de l'émission. Tous au Bénin, on est d'accord qu'il faut mettre fin à des partis politiques qu'on crée dans les quartiers, dans les villages. On ne peut plus aujourd'hui créer un parti à Savin et dire que le parti est de Savin et le parti va se battre pour contrôler le conseil communal de Savin et puis un point c'est fini. Ce parti n'aura même pas de conseil à contre nous, n'aura même pas de... Non, on ne veut plus ces choses-là au Bénin et tout le monde, on s'est entendu pour finir avec ça au Bénin. Ça, c'est pas le consensus. Et donc, les 10% qui sont exigés, c'est pour que ce parti, pour que ce parti montre le caractère national de son étendue. C'est pour que ce parti ne soit plus un parti régional. Vous vous rappelez, en 2008, à Boumé-Calavi, Oussou Guédé Patrice avait été élu seul sur la liste qu'il avait conduite à l'époque. Il était le seul conseiller élu sur sa liste. FCBE avait, je crois, un certain nombre de conseillers et la RB également. Et ils avaient le même nombre de conseillers. Et il leur fallait juste que Patrice et Oussou Guédé aillent sur quelqu'un pour que la personne ait la mairie. Et les deux se tiraient quand Yahi Bouni à l'époque avait accepté que Patrice Oussou Guédé soit élu maire. Tous les autres conseillers ont voté donc pour Oussou Guédé.
et ils ont pris maintenant le reste. La RB est restée sans aucun représentant au niveau du bureau. C'est pour remédier à ce dysfonctionnement que cette option de 10% a été faite. Et je crois que ça arrange tout le monde aujourd'hui. Si vous êtes un parti politique et que vous voulez avoir un conseiller municipal à Cotonou, c'est que vous avez vraiment la capacité. On sait qu'au niveau national, vous êtes reconnu. Donc, ça rejoint la charte qui veut que pour créer un parti politique, il faut des représentants, des militants dans toutes les communes du Bénin. C'est en liaison avec cela que cette disposition a été non prise. Pour moi, il n'y a pas de problème et on est d'accord. Je sais que M. Humbedi n'ira pas contre cette disposition de la loi. M. Humbedi, vous avez la parole. Alors, moi, je pense que quand bien même nous sommes d'accord pour la nécessité de rénover le système partisan, nous ne sommes pas d'accord pour les 10% parce que les 10% biaisent l'esprit de la décentralisation parce que c'est des élections locales qu'il est question. Et donc, par rapport aux élections locales, on ne peut pas obliger un parti politique à avoir une envergure, c'est-à-dire à remplir d'abord 10% avant de venir gérer l'administration locale. Ce n'est pas l'esprit des regroupements que nous avons aujourd'hui au Bénin. C'est la peur d'avoir les 10%, c'est ça le problème. Ce n'est pas l'esprit que nous avons prôné dans la plaquette. C'est pourquoi je dis vous n'avez pas lu la plaquette. Ou bien vous l'avez juste regardé et puis vous l'avez mis en ligne comme vous êtes en train de le dire. Sinon, ça fait partie des écueils à éviter. C'est ça qui biaise. L'idée est noble, mais à ce niveau, on ne doit pas nationaliser les élections locales. Sinon, il faut alors aller modifier les lois sur la décentralisation avant de faire comme vous êtes en train de faire. Parce que les élections locales sont différentes des élections nationales. On peut le faire pour les législatives, ça se comprend parce que c'est d'envergure nationale. On peut le faire pour la présidentielle, c'est d'envergure nationale. Mais pour les élections locales, je vous en prie de grâce, il faut qu'il y ait une concordance. Le parallélisme des formes nous est obligatoire. Donc, pour moi, je pense que dans une localité, ce serait vraiment un peu aberrant qu'une liste ayant obtenu la majorité ne puisse pas diriger la ville parce qu'on va lui opposer le critère de 10%. Il y a quelque chose à améliorer et on peut l'améliorer. Il faut le reconnaître, l'admettre et demander à l'exécutif de faire droit à cette revendication-là. Merci Sinon, beaucoup. On n'est pas contre. Merci, M. Humbedi. M. Fayon, je reviens vers vous. C'est quand même... laissons le tableau partisan ici et regardons la pertinence de ce critère de 10%. C'est-à-dire, et je suis d'accord avec M. Humbedi quand il dit que cette condition peut être applicable aux élections législatives, voire les élections présidentielles. Maintenant, nous sommes dans un contexte un peu... c'est des élections locales. Bon, le législateur peut vouloir penser bien. Peut-être cet aspect peut échapper au législateur. C'est-à-dire la volonté de vouloir avoir un tableau national. Mais sur le plan des élections locales, on peut dire que quand même, que par exemple, si vous êtes d'une circonscription essai et les gens vous votent à 100%, et si vous n'avez pas été porté par votre parti au niveau à 10%, ça veut dire que le parti qui a cette couverture de 10% peut venir être élu d'une localité qu'il ne connaît pas. Tu vois, c'est voilà. qu'on puisse quand même éveiller les consciences ici sans vraiment mettre le tableau de nos partisans. Vous avez la parole, M. Faye. Je ne suis pas campé sur ma position. D'accord? Je pense que tout est perfectible dans ce monde. Mais par rapport à la décentralisation, mais nous sommes en train d'évoluer. En 2002, lorsque nous avons commencé l'expérience de la décentralisation au Bénin et qu'on a eu à faire les premières élections communales et locales en République du Bénin en 2002, il avait même été autorisé que des mouvements politiques, c'est-à-dire pas forcément des partis politiques, des mouvements politiques qui n'ont même pas d'existence légale puissent présenter des candidats, rien que dans leur arrondissement seul même. C'était ça au départ.
Après, on a étendu ça aux communes pour dire, pour que vous ayez d'élus, il faut que vous puissiez poser des candidats dans toute la commune. Maintenant, nous avons évolué. Pour dire, pour que vous ayez d'élus dans une localité, il faut que vous puissiez poser des candidats dans les 546 arrondissements du Bénin. Donc, nous sommes en train d'évoluer parce que nous voulons amener les Béninois à militer effectivement dans un parti politique. L'esprit de militantisme, c'est ça qu'on veut leur apprendre. Et un parti de quartier, je pense qu'on est en train de finir avec ça en réalité. Mais faire ce que vous dites là, vous proposez là, ce n'est pas mal, mais c'est continuer par permettre, par exemple, Monsieur Valentin Aditi-Houdé, je donne son exemple pour dire que, vous voyez, voilà quelqu'un, par exemple, qui m'excuse beaucoup, mais qui se fait souvent élire député rien que dans sa localité avec son parti politique. Et quand vous prenez son parti, c'est que s'il n'est pas en alliance avec un autre parti politique, le parti n'a de siège que chez lui. Mais il faut qu'on finisse avec ça en réalité. Les législatives aussi, c'est la même chose. C'est les élections qu'on fait par circonscription. Mais aujourd'hui, c'est que vous devez avoir d'élus, vous devez avoir un certain nombre de voix au niveau national. Mais si nous permettons ça, c'est que des gens vont organiser les élections dans leur localité. S'ils arrivent à décrocher un seul siège de député, eux tous, ils vont à l'Assemblée nationale. Et là-bas, ils sont minoritaires. Ils ne peuvent même pas porter la voix de leur commune parce qu'ils ne sont pas majoritaires. Or, c'est un parti politique dignement représenté à l'Assemblée nationale. Ce parti peut porter la voix des peuples, la voix des populations. C'est vers là, en réalité, que le législateur veut aller en instaurant le critère de 10%. Alors, je veux garder l'aspect positif en disant, comme il reconnaît, il dit qu'il n'est pas figé sur l'aspect, ça veut dire que c'est à améliorer. Ne revenons pas là-dessus. Il a évoqué l'aspect de la majorité au niveau des conseils communaux. Mais nous avons vu, sous ce régime-là, le cas de Parakou, votre patron, Charles Tokor. Est-ce qu'il était issu de la majorité du conseil? Non. Et pourtant, par le jeu des gymnastiques, il a été porté à la tête de cette mairie-là. Je l'apprécie bien, mais c'est vos exemples qui m'amènent à donner également ce cas. La loi qui a laissé ce... La loi dit que c'est l'esprit de la réforme dont vous parlez, ça? La loi dit que c'est la majorité des élus communaux qui désignent le maire. La loi n'a pas été dans les détails par rapport à ça. Non, la loi a bel et bien parlé de la majorité de la liste ayant le grand nombre d'élus communaux. Mais au cas où cette majorité n'aurait pas de candidat, qu'est-ce qui devait se faire? La loi n'a pas précisé ça. Non. La loi n'a pas précisé ce qu'il faut faire au cas où la majorité n'aurait pas présenté de candidat. Et à Parakou, vous voyez, ça, ce sont FCP n'aurait pas de candidat. Les FCP nous M. Santon. La loi qui est restée. Mais aujourd'hui, ça a été corrigé dans le code électoral. Aujourd'hui, c'est corrigé. La loi est claire. C'est le parti politique qui envoie un courrier pour dire voici ce que nous voulons comme maire. Alors, le parti majoritaire, c'est le parti qui propose. Donc la loi a été corrigée à ce niveau-là. Pour rester dans le prolongement des aspects perfectibles, j'évoque également le cas de la présidentielle. Il a dit qu'on veut maintenant que les partis jouent un grand rôle. Mais au jour d'aujourd'hui, pour être candidat à la présidentielle, un quidam peut encore se lever. Et la supercherie que le régime a trouvée, c'est les parrainages. Or, vous avez vu le vice qui se cache derrière ces parrainages. À l'Assemblée, les 83 députés sont pour qui? Ils sont pour le régime. Alors, le pouvoir travaille avec calculatrice en main. Les maires, les 77 maires qui seront élus bientôt. Mais le président Talon les connaît déjà. Et donc, ne soyez pas surpris que demain, à peine que ceux qui vont, les figurants vont se prêter à ce jeu, soit que des figurants qui ne puissent pas avoir les 16 maires pour avoir le parrainage. Et donc, il y a un véritable problème qui doit nous amener à nous asseoir pour rebattre les cartes. Si on ne rebat pas les cartes, si on ne se parle pas, eh bien, nous allons laisser ces dispositions chrysogènes continuer à encore miner l'évolution du pays. Même si je suis d'accord avec vous qu'il faut se battre pour corriger ce qui n'est pas bien fait, mais est-ce qu'on peut rester dans votre position à l'USL là aujourd'hui là pour pouvoir corriger les choses? Vous ne voulez pas faire la formalité pour être parti politique reconnu pour pouvoir mener le combat. Vous ne voulez pas participer aux élections et vous voulez qu'on corrige les choses. Vous êtes en dehors du jeu et vous voulez que le jeu soit réparé sur le terrain. Ce n'est pas possible. Donc, merci, je pense que... Qui nous maintient en dehors du jeu? C'est vous-même. Vous avez voulu, non? Le récépissé. Non, ça
c'est l'ancienne charte. Aujourd'hui, il y a une nouvelle charte. Non, nous sommes dans un état de droit. Monsieur, et quand on est dans un état de droit, je peux parler? Oui, allez-y, allez-y rapidement, allez-y rapidement. Nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, ce sont les lois. Alors, rien n'empêche le président Sébastien Adjavon d'être à la tête. Ils ont évoqué un alibi que eux-mêmes, avec le temps, sont en train de battre en brèche. Vous accrochez à quoi? Pour dire que nous ne voulons pas rentrer dans le jeu. C'est vous qui nous empêchez de rentrer dans le jeu. Monsieur Oumbédi, par exemple, est-ce qu'on peut être juge et parti? Monsieur Oumbédi, le ministre de l'Intérieur qui délivre les récépissés, il est membre de votre parti UP. Oui. Vrai ou faux? Monsieur Oumbédi, c'est vrai. C'est à lui qu'incombe la responsabilité de délivrer le passe-droit pour monsieur, les gens pour aller monsieur Oumbédi, oui. Je vous en prie. Mais il y a un aspect, c'est-à-dire, il y a une ouverture, à en croire M. Fayon, il y a une ouverture qu'il vient vraiment d'offrir. C'est qu'il dit que c'est avant ça. Maintenant, est-ce que, par exemple, le président, l'USL, par exemple, peut déjà, sur les bases, sur les nouvelles données et sur de nouvelles bases maintenant, est-ce que l'USL peut réintroduire son dossier pour pouvoir avoir le récépissé? Et maintenant, nous allons voir la conduite du Noir Sianlé. C'est un peu, si je comprends, monsieur, c'est un peu ce qu'il est en train de dire, pour qu'on puisse évoluer dans le débat. Ok, aux dernières nouvelles, vu la loi introduite à l'Assemblée nationale pour revoir les tests fondateurs de la CRIET, ça veut dire que le président Adjavon n'a plus de grief contre sa personne. Et la loi n'a pas été votée, s'il vous plaît. Le président d'honneur du parti. C'est un projet de loi. Ce n'est pas encore loi. Vous ne pouvez pas te dire qu'on ne s'accoude que la condamnation de M. Adjavon a été annulée. Non, c'est faux. Vous pouvez me laisser parler? Allez-y, allez-y. J'ai dit tout à l'heure que la suite logique, lorsque vous reconnaissez que les tests qui ont fondé l'existence de la CRIET sont biaisés et qu'il faut revoir, vous avez deux options. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, c'est une démarche pédagogique. Soit vous reprenez tout le procès, ou bien vous déclarez seulement la relâche pure et simple. Ça veut dire tout ce qui a été dit, ça revient à zéro, le compteur revient à zéro. Mais oui. ne pas avoir cette... Je crois, M. Harouna, il ne veut pas laisser cet aspect de la chose. Je crois qu'on retient simplement que c'est à cause de la personne de M. Sébastien Adjavon que TSL aujourd'hui ne peut pas être formalisé. C'est simplement ça. À cause de M. Adjavon seul, on ne peut pas formaliser à l'USL. C'est sûr. Monsieur Fayon et monsieur... Cette réalité, si vous voulez, monsieur vous permet d'introduire dès demain, de reprendre encore la démarche. Parce que ça montre qu'effectivement, rien n'est reproché au président Adjavon. Absolument. Et on doit être en mesure d'avoir. Monsieur Oumbédi, c'est d'accord. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la machine politique de Sébastien Adjavon. Voilà la raison. Monsieur Oumbédi, je pense que là où nous allons et le peuple va gagner les partis politiques, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, un certain Azanaï est en passe d'avoir le récépissé. Et quand moi j'ai fait mes enquêtes au niveau de ces partis politiques, même au niveau du PCB aujourd'hui, ils m'ont dit que il y a eu des rectifications auxquelles le ministre de l'Intérieur les a amenés et que ils ont dit que bon, le président de la République a donné un ordre vraiment des instructions au ministre de l'Intérieur pour vraiment donner le récépissé à tous les partis. Donc, moi, ce que je veux dire, pour essayer de tester ce que votre vis-à-vis vient de dire et ce qui est en train
de se concrétiser. Donc, c'est sur la base des décisions de l'Afrique, de la Cour africaine des droits de l'homme, qui a, au fait, blanchi Sébastien Adjavon, et où le gouvernement aujourd'hui est en train de vouloir réformer la CRIET. Donc, on peut dire déjà que ce n'est pas anodin. C'est une ouverture pour reconnaître, ça c'est vrai, c'est vrai que cela n'a pas été dit officiellement, mais la lecture, c'est cette lecture que le Béninois et le monde est en train de se faire. Donc, j'aimerais que l'USL, puisse tester cette ouverture au niveau du pouvoir en place et maintenant se voir refuser l'obtention du récépissé. Et là, l'USL peut monter au créneau et prendre à témoin le peuple béninois et à témoin l'opinion internationale. Donc, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens avant cette émission m'ont dit, mais ils ne comprennent pas, c'est un sujet, c'est une thématique extrêmement importante. Nous allons revenir la semaine prochaine sur la même thématique à cause de la part technique que nous avons eue, pour me dire, mais ils veulent que nous débattons sur ça parce qu'ils ne peuvent pas comprendre aujourd'hui que quelqu'un comme Azanaï et avant lui, Yaïboni, tous qui ont combattu la procédure, la méthode, aujourd'hui, ils sont en train d'accepter le récépissé. Et par rapport à cela, nous avons vu d'autres ténors qui sont en train d'abonder dans le même sens. Donc, aujourd'hui, connaissant l'USL, connaissant sa capacité sur le terrain, parce que toutes ces partis politiques ont participé d'une manière ou d'une autre à ce jeu politique d'une manière ou d'une autre. Donc, maintenant, j'aimerais quand même suggérer que le président Adjavon, ou soit l'USL, n'a qu'à peut-être tester la volonté des autorités, en ce sens que cette affaire de récépissé n'est plus vraiment un problème préalable pour tous les partis politiques, du moment où tous ceux qui sont dans l'opposition sont en train d'aller. Maintenant, l'autre côté au niveau de mon vis-à-vis, M. Fayon, c'est qu'il y a un problème au niveau du pouvoir en place. Même si il y a la volonté de vouloir faire la chose, et c'est là où je suis d'accord avec mon vis-à-vis M. Mbedi, c'est que la méthode aujourd'hui fait que les gens attribuent une façon de même mise sur les institutions au pouvoir en place. Bon, maintenant, en ce qui concerne les élections communales, comme la thématique Lucien, mais ça peut être une ouverture et une volonté vraiment du pouvoir en place de passer au second plan quand on voit comment les élections législatives se sont passées. Donc, ça peut être une ouverture. Maintenant, on ne peut pas être en train de vouloir bien faire et encore faire mal. Je vois. Donc, moi, je pense que ça sera extrêmement important pour le pouvoir exécutif de voir, certaines lois pour essayer de faire la part des choses. Puisque le grand spectre aujourd'hui, c'est cette élection qui est là. Donc, pour vraiment faire et ne plus que l'on se regarde dans le miroir, il faudrait nécessairement aussi prendre certains aspects en considération pour que vraiment les élections communales qui viennent soient quand même des élections vraiment qui vont se passer dans les règles de l'art. Ouais, donc, c'est un peu une suggestion au niveau du pouvoir pour quand même aller et ne plus faire les choses comme
avant. Donc, moi, je pense que nous tous, nous allons gagner, le pays va gagner dans cette nouvelle démarche. Je comprends, M. Ngwedi, j'étais pratiquement quelqu'un qui cette méthode, vraiment, ça a vraiment mis beaucoup de compatriotes à vouloir comprendre la méthode de la rupture. Donc, bon, maintenant, nous sommes en train de voir que, bon, c'est un style pratiquement propre à la rupture, mais dans le même temps, il faudrait faire le parallélisme, des choses pour que l'autre parti, qui s'appelle l'opposition, puisse aussi jouer son rôle. C'est un peu ça ce que je retiens par rapport à cette question. Mais avant de conclure, M. Fayon, pour le moment, la stratégie de... Et ça, c'est la question d'un internaute. M. Fayon, pour le moment, la stratégie de 2 blocs appartenant à la mouvance au pouvoir semble marcher pour le chef de l'État. Qu'en serait-il pour les élections présidentielles? Chaque bloc aura-t-il son candidat? Lequel des blocs portera le candidat Patrice Talon? Une question qu'un internaute me charge particulièrement de vous poser, M. Fayon. Vous avez la parole. Et... Je remercie l'internaute pour l'intérêt qu'il porte à cette émission et lui dit qu'il n'est pas fait obligation à un parti politique de proposer un candidat à une élection présidentielle. Donc le parti politique peut décider, d'accord, de ne pas présenter un candidat. Ce n'est pas un problème. Mais le parti peut soutenir un candidat. Et donc 2 blocs peuvent ensemble désigner un même candidat. Ça ne pose aucun problème. D'accord. Monsieur Ngwedi. Alors, je voudrais dire que, à travers les propos avant ce qu'il vient de dire là, qu'il reconnaît que rien n'est plus reproché au jour d'aujourd'hui au président Sébastien Adjavon. Et si c'est ça, on peut réintroduire une nouvelle démarche, d'accord, et nous allons les jours à venir tenir le peuple à témoin. Absolument. D'accord. Donc, je n'ai jamais dit que je reconnais que rien ne lui est reproché. Hein. Ce n'est pas moi qui l'avais constaté. La criette, ce n'est pas moi. Vous avez dit que les conditions ont changé et qu'il y a une volonté de faire participer tout le monde. Vous l'avez dit. Et ça, M. a bien fait d'évoquer... des partis politiques. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Allez-y. A bien fait d'évoquer la décision, la récente décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la volonté du régime de revoir les tests qui fondent la criette. Ce sont des éléments nouveaux. Et au vu de ces éléments nouveaux, si M. Aruna nous suggère de reprendre la démarche pour tester comment il va dire, la bonne volonté d'aller à un dégel et à une ouverture, nous en prenons acte. Et les jours à venir, vous saurez ce qu'il en est. Maintenant, merci. Par rapport, comment il va dire, par rapport à l'internaute qui a demandé si un parti, pourquoi, quel est le parti qui va présider. Mais quand le parti naissait, nous savons, c'est quoi l'objectif d'un parti politique? C'est la conquête et l'exercice du pouvoir suprême. Et donc, dire qu'il n'est pas fait obligation à un parti politique de proposer, le parti politique va soutenir, vous comprenez déjà le jeu dans lequel ils sont. J'ai dit que ce sont des blocs siamois. Et ça biaise un peu le jeu politique. Il faut que d'autres partis puissent avoir coudée franche pour manœuvrer. C'est ça. Ce qui sera durable, c'est ça. Mais quand on va confiner tout le monde à aller à pas forcer vers ces blocs siamois, je vous assure, j'utilise alors là maintenant l'expression du chef de l'État, lorsque les conditions seront à nouveau favorables, vous verrez, c'est même qui accourent vers les blocs, vous allez les voir faire le mouvement contraire vers l'USL, présidé par M. Sébastien Adjavon-Germain. Merci beaucoup, chers président d'honneur. Merci beaucoup, chers invités. C'est la fin de cette émission. Je remercie mes invités, sans oublier la collaboration technique du grand Gaïndé sénégalais, gourou du network. Je vais nommer Malik Sall pour rassembler, malgré les difficultés techniques, en plus d'une heure, les États-Unis et le Bénin. Quant à moi,
On m'appelle Suleiman Harouna, Soul to Soul. Je serai ravi de vous savoir toujours nombreux le dimanche prochain à la même heure sur votre plateau préféré de télévision. La chaîne des Africains, par les Africains, Tempo Afrique. Je vous dis bravo et je pense que c'est le Bénin qui gagne. Nous allons, par la grâce de Dieu, nous retrouver le dimanche prochain et pour la même thématique et à la même heure. Merci beaucoup, mes chers invités. Vous étiez très bons. Merci beaucoup. Merci, M. Harouna. Merci à tous les spectateurs. Et merci à M. Alexandre. Merci à M. Koungedi. Et à la prochaine. Merci Harouna. Merci aux téléspectateurs. Je crois qu'ils ont fait leur opinion. Que le Bénin gagne. Merci beaucoup.